Bienvenue à un nouvel épisode d'Ensemble à la Cour, un podcast de l'organisme juridique Hoche Légal, animé par moi, Camille Lavoie-Rancourt. Ensemble, on démystifie une conversation à la fois, étape par étape, le processus devant les tribunaux, le tout pour mieux vous aider à agir seul dans votre cour. Dans cet épisode, on va discuter de droit de la jeunesse et des causes entendues en chambre de la jeunesse. Le droit de la jeunesse, c'est un droit qui peut souvent être émotionnellement chargé, avec des étapes qui peuvent inclure des moments familiaux compliqués. Selon sa définition, le droit de la jeunesse régit les droits des mineurs selon l'application de la loi sur la protection de la jeunesse. Et donc, ça touche à tout ce qui a rapport à la sécurité du mineur et au dossier du DPJ. Il faut bien faire attention ici de ne pas confondre avec le droit de la famille, qui n'est pas du tout le même domaine. Pour nous aider à bien comprendre toutes les procédures qui peuvent survenir en vue d'une audience devant la Chambre de la jeunesse, on a le bonheur de discuter avec Maître Delphine Robert, qui est avocate pratiquante dans le domaine du droit de la jeunesse depuis plusieurs années. Au fil de nos échanges, on va mettre en lumière les étapes cruciales d'un dossier en droit de la jeunesse afin de vous offrir le plus d'outils possible en ce qui a trait aux procédures en matière de jeunesse. Mais avant d'entamer ma discussion avec Maître Robert, je tenais à vous partager des petites mises en garde en lien avec les propos qui seront échangés au micro. Premièrement, il est important de savoir que toutes les informations juridiques évoquées aujourd'hui ne constituent en aucun cas des conseils ou des avis juridiques. De plus, aucune opinion jurisprudentielle ne sera exprimée au courant de l'épisode et sachez que toutes les informations juridiques qui seront abordées reflètent le droit en vigueur au moment de l'enregistrement de cet épisode. Pour avoir accès aux liens menant aux diverses ressources qui seront mentionnées au courant de l'épisode et pour en connaître un peu plus sur les services offerts par Hoche Légal, nous vous invitons à aller consulter le site Internet de l'organisme hochelégal.ca, en plus de vous abonner à la page Facebook et au compte Instagram @hochelégal. Bon épisode! Merci Delphine d'être avec nous. Bien, merci de me recevoir, c'est très apprécié. Puis, normalement, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, on aime ça commencer avec un peu un brin de « faisons connaissance ». Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton expertise en droit de la jeunesse? Oui, bien, expertise ça fait 5 ans que je fais exclusivement du droit de la jeunesse. Donc, je suis au tribunal tous les jours, je fais que ça. Je fais aucun autre domaine de droit. Et puis, j'avais une expertise avant en droit criminel, mais qui était une expertise en France, donc j'en fais pas du tout ici. Et puis, c'est ça, 5 années au tribunal de la jeunesse, oui. Puis, dans ton expérience, dans ta pratique du quotidien, est-ce qu'il t'arrive de croiser des gens qui agissent seuls en matière de jeunesse? Oui, il y en a quand même beaucoup. Notamment, il y a plusieurs étapes là, qu'on va voir là, devant le tribunal en jeunesse, mais la première étape qui est les mesures, les procédures d'urgence, les parents arrivent seuls au tribunal. Ils ne savent pas déjà qu'ils ont le droit d'être représentés. Donc, c'est sûr que ça arrive souvent que les parents arrivent seuls. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la jeunesse, il y a une association là, des avocats en pratique privée qui font exclusivement que du droit de la jeunesse, donc qui représentent que des parents. Il y a un service de garde qui est mis en place. Donc, tous les jours, il y a 2 avocats francophones, anglophones, qui sont là, puis qui sont présents pour justement aider les parents qui arrivent. Ils sont prévenus la veille pour le lendemain, ils arrivent le matin au tribunal, ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Donc, il y a ce service-là qui peut les aider. Mais sinon, les parents peuvent toujours décider de se représenter seuls. C'est tout à fait possible pendant tout le processus judiciaire ou seulement pour l'urgence. C'est eux qui vont décider en fonction de comment ils sentent, qu'est-ce qu'ils comprennent, puis comment est-ce qu'ils peuvent se débrouiller devant le juge tout seuls. Mais ça arrive quand même souvent que des parents arrivent sans représentation puis décident de ne pas avoir d'avocat pour la suite. Puis quand l'association dont tu parlais, parce que tu disais, il y a des personnes qui ne savent pas qu'ils peuvent être représentées en droit de la jeunesse, est-ce que c'est parce qu'ils ont dans l'idée, possiblement, que c'est juste l'enfant qui est représenté ou que c'est en matière d'enfant, on ne peut pas être représenté nous-mêmes à titre de parents? Bien, ça, c'est une bonne question. Moi, je ne leur ai jamais vraiment posé la question, mais je le ferai, je pense. Mais il y a davantage un volet de prendre un avocat, c'est payant. Ça coûte cher, c'est de l'argent. Donc ça, c'est souvent, je pense, le premier blocage que les parents vont avoir en arrivant au tribunal. Ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, on peut avoir un mandat d'aide juridique. Donc, il y a des bureaux d'aide juridique au tribunal, en tout cas à Montréal,
qui peuvent vérifier avec le parent s'il est éligible, s'il peut avoir droit à l'aide juridique, puis il n'aura pas à débourser d'argent. Et puis les avocats, dans cette association-là, justement, prennent des mandats d'aide juridique, puis en général représentent les parents. Les parents n'ont pas besoin de débourser quoi que ce soit. Donc ça, c'est important d'aller vérifier ça en amont parce qu'ils peuvent avoir des conseils gratuits. C'est l'aide juridique qui va les prendre en charge. Donc ça, c'est, je pense, le premier blocage au début. Là, on l'entend souvent, un avocat, ça coûte cher, c'est de l'argent. Sauf qu'on comprend que c'est des personnes qui n'ont pas nécessairement d'argent à mettre pour un avocat. Puis on peut leur donner des services gratuits, on peut leur donner des conseils aussi. Donc c'est important de faire cette vérification-là dès le début parce que ça peut leur éviter beaucoup de stress que de devoir être tout seul devant le juge, tout seul face à d'autres avocats, puis d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. En effet. Puis pour les personnes qui agissent seules, maintenant, le reste du processus, on va vraiment se concentrer sur la procédure qui nous mène devant le tribunal en droit de la jeunesse. Et quand on parle de droit de la jeunesse, il y a souvent une confusion avec le droit de la famille. C'est très large, c'est souvent lié parce que si on dit jeunesse, enfant, on dit famille aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence entre, rapidement, le droit de la jeunesse qu'on va aborder aujourd'hui et le droit de la famille qui est différent au final complètement? Oui, bien, c'est effectivement totalement différent. Moi, je ne touche pas du tout au droit de la famille. Là. Donc, c'est vraiment deux domaines qui peuvent coexister parfois, mais souvent sont très séparés. Droit de la jeunesse, on est là pour la protection de l'enfant. Donc, le DPJ est toujours une partie, va toujours être dans le processus, va être au tribunal, puis c'est souvent lui qui enclenche les démarches judiciaires, alors que familial, DPJ n'est pas nécessairement là. Ça peut se rejoindre de temps en temps, mais là, cette technique, je n'irai pas dans ce volet-là. Mais familiale, on parle plus de garde d'enfants, on parle plus de divorce, ce genre de choses. En jeunesse, on a une situation qui fait que la travailleuse sociale, le DPJ, donc elle représente le DPJ, va intervenir dans la famille, dans la vie de quelqu'un. Puis on va essayer de trouver des solutions parce qu'on estime que l'enfant est en danger. Donc ça, c'est un grand mot, en danger, mais on estime qu'il y a ce qu'on appelle une compromission, mais si on schématise, c'est ça. C'est l'enfant est en danger, on va essayer de mettre en place des services auprès de la famille, puis le DPJ intervient. Donc, c'est ça, la jeunesse. Puis le juge en jeunesse n'a que... Le seul intérêt, c'est l'enfant. La protection de l'enfant, c'est quoi le meilleur intérêt? Qu'est-ce qu'on fait pour le protéger? Donc, c'est à peu près ça, moi, la différence que je verrais entre les deux domaines. Donc, nous, aujourd'hui, on va vraiment toucher à tout ce qui est processus qui mène au tribunal en matière de droit de la jeunesse. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le balado Ensemble à la Cour a un épisode qui parle de matière familiale, puis principalement de divorce et de séparation. Donc, à ceux et celles qui seraient peut-être un peu perdus, on vous réfère à cet épisode. Puis, on a parlé du DPJ, on a parlé d'intervention, de compromission. Comment ça débute, ce processus-là? Bien, le processus va toujours débuter par un signalement. Donc, il va y avoir un signalement qui va être fait au DPJ. À ce moment-là, le DPJ doit évaluer ce signalement. Donc, il doit vérifier, prendre des informations, savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'on m'a dit par rapport à la situation de cet enfant-là est vrai ou pas? Ils ont un pouvoir d'enquête quand même pendant ce processus-là où on va vérifier. Ils peuvent aller parler avec des professionnels qui gravitent autour de l'enfant, l'école, la garderie, pour vérifier qu'est-ce qui se passe vraiment. Ils vont rencontrer les parents. Et puis, après cette évaluation-là, ils vont soit retenir le signalement, c'est-à-dire qu'ils vont estimer que, OK, c'est justifié, il y a un problème dans la vie de cet enfant-là, soit, non, c'est pas justifié, finalement, ça va bien, puis on a des parents qui sont très au fait de ce qui se passe, qui font attention à leur enfant, qui protègent bien leur enfant, donc, signalement, on le retient pas, puis ça s'arrête là. Après, si le signal... Puis, ce qu'il faut savoir, là, c'est que pendant cette évaluation-là, de ce signalement-là, le DPJ peut prendre des mesures. Ils ont le pouvoir, la loi les autorise à prendre des mesures. Il y a des ententes qui peuvent être signées. Donc, ça, c'est ce qui se passe. On n'a pas besoin d'aller voir un juge. Donc, c'est sûr que c'est assez intimidant, là, quand, pour la première fois, le DPJ rentre, il y a une travailleuse sociale qui vient dans votre vie, qui essaie de vous expliquer qu'ils ont le droit de prendre des informations, de parler à telle personne, qu'ils envisagent de peut-être déplacer votre enfant le temps de faire l'évaluation du signalement. C'est très intimidant, ça fait peur. C'est normal, puis il n'y a pas d'avocat à ce stade-là.
Nous, on n'intervient pas à ce stade-ci. Donc, c'est très intimidant, mais le conseil que je peux donner, c'est de collaborer. Parce que le DPJ est dans une enquête puis est en train d'essayer d'avoir le maximum d'informations pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, cacher de l'information à ce moment-là ne servira à rien de toute façon. Donc, il faut collaborer, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de se rassurer, même si c'est pas le fun, là, ce moment-là. Là. Le DPJ intervient dans votre vie. Le travail social va vouloir vous rencontrer souvent, va vouloir avoir accès à votre enfant. Ils ont le droit de rencontrer votre enfant tout seul, donc ça fait peur. Ensuite, ça peut parfois très bien se passer. On peut ne pas du tout aller devant le juge. On peut signer des ententes sur mesure volontaire. On est d'accord avec le fait que, oui, il y a une difficulté, par exemple, avec mon enfant. Je sais pas moi, un exemple très simple, j'ai un adolescent à la maison, il ne veut pas aller à l'école. Les parents sont capables de reconnaître que oui, il ne veut pas aller à l'école, il y a un problème. Donc, on va être d'accord sur ce qu'on appelle la compromission. Compromission, c'est qu'est-ce qui fait que le DPJ peut intervenir dans votre vie? La loi énumère différentes situations. Mais pour revenir à cet exemple-là, les parents sont d'accord avec ça. L'enfant, l'adolescent, plus de 14 ans va être d'accord avec ça aussi. Il comprend qu'il ne va pas à l'école. Donc, ils sont OK avec l'intervention du DPJ. Donc, des mesures volontaires vont être signées. Donc là, tout le monde va signer, même l'adolescent signe. Puis, on va être d'accord sur le fait qu'il y a compromission, donc il y a un problème. Et on est d'accord sur les mesures. Et puis, là, on ne va pas voir le juge. Puis, le DPJ va rester en fonction de ce qu'il y a de noté dans l'entente, 6 mois, 9 mois, 1 an dans la vie de cette famille-là, puis il va essayer de résoudre le problème. Tant et aussi longtemps que l'entente est respectée puis que tout le monde collabore ensemble. C'est comme de dire qu'on a une nouvelle personne qui vient pour nous aider dans cette problématique-là, puis qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il y a une problématique et qu'on veut la régler, puis on s'entend sur des moyens pour régler cette problématique-là qui est liée à l'enfant. Oui. Puis c'est toujours ces deux mêmes étapes, là, que ce soit avant d'aller voir le juge ou même après. DPJ, première étape, c'est, OK, ce que je disais, la compromission, donc problématique, c'est un beau mot aussi. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet enfant-là qui fait que c'est nécessaire que le DPJ intervienne? Puis, une fois qu'on est d'accord avec ça, ou une fois que le juge, si on est devant le juge, va déclarer la compromission et estime, en fonction de la preuve qu'il a entendue, que oui, il y a une problématique, là, on passe aux mesures. C'est la deuxième étape. Et puis les mesures, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour que le DPJ sorte de la vie de cette famille-là, puis que la famille a tous les outils pour ne pas revenir à la problématique du début. Donc, puis c'est vraiment ça aussi le but du DPJ. Là, parfois, on l'oublie, mais le DPJ n'est pas là pour rester dans la vie des familles éternellement. Là. Eux, ils sont là pour... Il y a un problème, on essaie de donner les outils à la famille pour qu'ils arrivent à résoudre ce problème-là, puis après, on quitte. Donc, c'est à peu près ça. Là, on va y revenir après, là, par rapport à ces deux étapes-là. Là, mais ce qui peut se passer une fois qu'il y a le signalement, puis avant d'arriver devant le juge, c'est à peu près les grandes lignes. Puis on a parlé d'une reconnaissance de la compromission, qu'on disait qui était une sorte de problématique. Est-ce que cette reconnaissance-là, elle peut nous nuire, supposons qu'on se retrouve devant le juge par la suite? Bien, c'est ça, ce que je parlais tout à l'heure, les mesures volontaires, là, quand tout le monde est d'accord, puis que la famille est d'accord pour l'intervention du DPJ, on va reconnaître la problématique dans ces mesures-là. Si, pour n'importe quelle raison, cette mesure qui était valable pour 1 an, après 6 mois, les parents ne veulent plus collaborer avec le DPJ, ils ne sont plus d'accord. Donc là, il y a des difficultés, puis le DPJ lui estime qu'ils ont encore besoin d'être présents. Donc là, le DPJ va saisir la cour, on va aller voir un juge. Puis, ce qui se passe, c'est que dans ces mesures volontaires-là, on a reconnu à un moment donné qu'il y avait une problématique. Donc, on est un petit peu lié avec ça par la suite. Quand on arrive 6 mois après, où on dit, non, finalement, il n'y a plus rien du tout, on est genre, il y a 6 mois, il y avait une problématique, puis on estime qu'elle n'est pas réglée. Donc après, ça va se débattre devant le juge. Peut-être qu'il n'y en a plus parfait, mais ça va pas venir nous nuire, mais en tout cas, ça va être su dans le processus judiciaire derrière que il y a eu des mesures volontaires, puis on a reconnu la problématique. Donc c'est pour ça qu'au moment de signer des mesures volontaires, c'est important, on peut consulter un avocat. On peut appeler un avocat, demander. Nous, ça nous arrive de recevoir des appels. C'est certain que... même pour un avocat, c'est difficile parce qu'on n'a pas le dossier, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, on n'a pas d'indication. Donc, des personnes qui se représentent seules au moment de signer des mesures volontaires, c'est très compliqué. Puis c'est aussi très impressionnant parce qu'on va signer un papier où on va reconnaître des choses, où on va être d'accord pour mettre en place quelque chose qui va nous lier pour plusieurs mois, 1 année. Donc, ça aussi, c'est assez intimidant, ça fait peur. Si on n'est pas d'accord, les personnes peuvent toujours refuser de signer. On va aller au tribunal, puis là, il y aura plus d'explications. Le juge aussi, les juges au tribunal de la jeunesse
quand les parties ne sont pas représentées par avocat, expliquent très bien ce qui se passe, expliquent très bien le processus. Donc, ça peut être plus rassurant, finalement, ce qui est étonnant quand même, mais ça peut être plus rassurant d'aller au tribunal parfois que de juste signer un document où on ne comprend pas vraiment tous les enjeux. Les deux options sont possibles, puis le fait de signer, ça ne voudra pas dire que le DPJ va sortir de la famille nécessairement. Non. Donc, c'est de choisir, est-ce qu'on est d'accord avec les mesures, est-ce qu'on pense qu'on est d'accord puis qu'on va pouvoir les mettre en place activement en collaborant, ou est-ce que, d'une certaine manière, on ne veut pas se lier de cette manière-là puis poursuivre le processus. Exact, c'est ça. Puis justement, quand on poursuit ce processus-là entre le signalement et l'audience, le jour où on se présente devant le tribunal pour faire entendre la situation, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent être prises par le DPJ s'il y a une situation, par exemple, qui est drastique ou urgente? Oui. Bien, si, effectivement, quand le DPJ va recevoir le signalement, pendant l'évaluation, il peut décider si la situation de l'enfant est, je vais même dire dramatique. Là, si, par exemple, il faut sortir l'enfant de la famille parce que l'enfant est en danger, puis c'est visible, là, le DPJ est capable de le voir, là, c'est très urgent. Ils peuvent prendre des mesures d'urgence qui vont durer un certain nombre d'heures. Là, on parle de 48 heures au début. Et puis après, ils peuvent demander à prolonger cette mesure-là, toujours dans le cadre de leur enquête, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la famille, donc comment de continuer d'aller recueillir certaines informations. Puis si la famille n'est pas d'accord, ils vont aller devant le juge puis demander à avoir un délai supplémentaire pour continuer leur enquête, qui ne va pas dépasser les 5 jours. Donc, ça, c'est, en général, c'est une des manières dont le tribunal va être saisi. Après, ce processus-là, après ces 5 jours qui sont donnés par la Cour, soit le DPJ, finalement, nous, après notre enquête, on ne trouve rien, il n'y a rien. On ne revient jamais à la Cour, puis le DPJ quitte la vie de la famille. Soit il peut y avoir des mesures volontaires, comme je disais tout à l'heure, qui vont être signées parce que tout le monde s'entend, puis ça fonctionne bien. Soit le DPJ dit, non, faut qu'on intervienne, il y a une problématique, la famille n'est pas d'accord, donc là, on va retourner au tribunal. Nous, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, là, les audiences, les mesures d'urgence, ce qui est un peu la même chose que la première étape, mais urgence, c'est parce que c'est toujours la même salle au tribunal où on arrive, on est prévenu la veille pour le lendemain, quasiment. Ça peut être une journée avant. Puis, on vous dit, soyez au tribunal demain parce qu'on va débattre devant le juge de ce qui va se passer pour les prochains mois. Donc, c'est là, en général, où c'est la première connaissance, entre guillemets, des parents avec le juge, avec le tribunal, avec la cuisine interne du tribunal de la jeunesse, puis comment ça se passe. Donc, si je récapitule, ça commence tout par un signalement et on tombe ensuite en processus d'enquête si le signalement est investigué par le DPJ. Oui, c'est ça. Puis l'enquête, elle dure pour un total de 5 jours, si j'ai compris? Bien, ça dépend. Ça peut être beaucoup plus long, là, mais c'est vraiment interne au DPJ, donc je ne rentrerai pas dans ce détail-là, mais l'élément clé, c'est la collaboration. Oui, puis ça, c'est vraiment à chaque étape, là, surtout au moment de l'évaluation du signalement, DPJ n'est pas toujours là pour prendre l'enfant puis le placer, c'est pas ça. Là, il va essayer de comprendre, de s'acclimater à la famille, de faire connaissance, puis de voir qu'est-ce qu'on peut travailler. Donc, collaborer, c'est effectivement la clé, ce qui peut être difficile. Hein. C'est difficile de collaborer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui a un pouvoir d'enquête qui est assez impressionnant. Ouais. C'est très intrusif, là, de recevoir quelqu'un chez nous. Donc, ça, c'est très difficile à faire, mais effectivement, moi, c'est le premier conseil que je donne, en tout cas, aux parents quand je les représente, il faut collaborer. Parce que l'absence de collaboration, ça peut se retourner contre nous, ça. Bien, ça peut se retourner contre nous, puis le juge va l'ordonner. Là, dans chaque ordonnance, il y a des collaborations avec le DPJ, puis on n'a pas le choix. Puis ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on ne demande pas de collaborer pour faire plaisir au DPJ, on demande de collaborer pour l'enfant. Donc, c'est pas tant ça se retourne contre nous, c'est juste, est-ce que ça va aider mon enfant que je sois transparent à ce niveau-là ou pas? Puis en général, la réponse est oui. Fait que c'est un long processus quand même qui peut nous mener à l'audience au fond, au moment où on va être entendu devant le tribunal. Dans ce processus-là, il peut y avoir des moments où on va être appelé à se présenter
d'avance au tribunal, des fois rapidement, quand on parle de, comme on parlait tout à l'heure, de mesures d'urgence. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, bien en fait, c'est souvent l'audience en urgence qui va être le premier point de départ au tribunal, physiquement. C'est-à-dire que, comme j'expliquais là tout à l'heure, là, pour différentes raisons, le signalement est retenu, la famille n'est pas d'accord avec l'intervention du DPJ, donc le DPJ va déposer une requête. C'est un document que le juge va avoir, que les autres parties vont avoir au moment d'aller au tribunal, qui explique les raisons pour lesquelles le DPJ veut intervenir dans la famille. Et là, on arrive au tribunal. Puis là, c'est en urgence. Donc, on peut recevoir cette requête-là la veille, 2 jours avant, ou même le matin même. Mais la travailleuse sociale va toujours prévenir les parents. Les parents et l'enfant, là, on oublie, là, on ne parle pas de l'enfant, là, mais ça peut être un adolescent de plus de 14 ans, donc il va avoir le droit de recevoir cette requête-là aussi. Et puis, on doit se présenter au tribunal. Donc là, on arrive pour la première fois physiquement au tribunal. Puis ça, c'est impressionnant. Là, on arrive dans la Chambre de la jeunesse, c'est un tribunal, vu que tout est confidentiel, à part. C'est pas le tribunal du bas de la ville, là, comme on peut aller au criminel ou en familial. Donc, on arrive dans un tribunal où tout est dédié à la jeunesse. C'est quand même gros. Donc, première chose à faire, encore une fois, j'en ai parlé au début dans l'introduction, mais toujours vérifier avec l'association si on peut avoir un avocat. Il y a des avocats de garde à chaque jour qui sont là, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous expliquer. On peut vérifier l'admissibilité à l'aide juridique, savoir si vous pouvez ne pas débourser pour avoir un avocat, puis vous pouvez avoir cette aide-là. Donc, ce serait la première chose à faire quand on arrive physiquement au tribunal, c'est OK, je suis perdue, qu'est-ce que je fais? Dirigez-vous vers l'association. On va pouvoir vous aiguiller, même si on ne peut pas vous représenter. Les avocats sont là tous les jours, ils ne font que ça. On ne va pas vous laisser être perdu dans le tribunal. Donc, on va pouvoir vous aider quand même. Ensuite, ben, si vous décidez de ne pas prendre les services d'un avocat, on va vous diriger à la salle des urgences. Puis, vous allez avoir votre requête. Vous allez sûrement croiser la travailleuse sociale qui va être présente. Donc, il va y avoir la travailleuse sociale qui est représentée par son avocat. Il va y avoir l'enfant qui va être représenté par un avocat, toujours un avocat de l'aide juridique. Et puis, ben, il va y avoir les parents qui vont se retrouver là. Ça, c'est les personnes qui vont être au tribunal et puis qui vont être physiquement dans la salle d'audience. Parce que tu disais tout à l'heure que c'est confidentiel. Oui, tout est à huis clos, c'est confidentiel. Donc, c'est ça, huis clos. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, à part les personnes que je viens de citer, donc ce qu'on appelle les parties à l'audience. Les parties, c'est les parents, donc père, mère biologique, l'enfant. L'enfant, si c'est un bébé, bien évidemment, il ne sera pas là. On ne va pas l'amener au tribunal. Parfois, on l'amène, mais il ne sera pas là. Mais l'enfant de plus de 14 ans doit être là, ou même 11, 12 ans. En général, on demande à ce qu'il soit amené au tribunal. Il va y avoir la travailleuse sociale avec son avocat, l'enfant avec son avocat, ou juste l'avocat de l'enfant si c'est un petit bébé. Avocat des parents s'ils sont présentés par avocat. Puis ben, si on n'a pas d'avocat, ça va être juste les parents qui vont être présents. Personne d'autre ne peut rentrer dans la toutes les personnes impliquées par la problématique et les personnes qui les représentent, donc des avocats, avocates. Je ne peux pas, par exemple, dire « Ah, mon ami, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de support émotionnel, j'aimerais ça que mon ami soit là, que ma sœur soit là. » C'est confidentiel et c'est pas permis. Exactement. Donc, personne d'autre ne rentre dans la salle d'audience. Puis ça, c'est important, là, ça arrive souvent, là, puis c'est normal, c'est légitime qu'un parent qui n'est pas représenté veut être accompagné. Mais en général, personne ne rentre, c'est confidentiel, puis c'est logique. Là. On parle des intérêts d'un enfant, il y a des choses qui vont être dites pendant cette audience-là que personne d'autre n'a besoin de savoir. Donc c'est vraiment pour protéger les intérêts de cet enfant-là, donc tout est confidentiel. Donc, c'est ce qu'on veut dire par le huis clos. Puis là, on disait que c'était la première fois qu'on se rendait au tribunal, qu'on avait reçu en urgence un document qui nous disait « Présentez-vous au tribunal de la jeunesse, telle heure, telle date ». Si c'est pas possible pour nous de se présenter, est-ce qu'il y a une manière de le faire savoir ou est-ce que si on se présente tout simplement pas de problème, ils vont reporter ça sans qu'on soit là? Alors, c'est pas automatique. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que la travailleuse sociale, avant d'aller au tribunal en urgence, là, elle va vous parler. Elle va déjà intervenir au sein de la famille. Donc, elle va nécessairement vous appeler ou venir vous voir, vous remettre la requête en main propre, ou vous dire hey, « Demain, on va aller au tribunal. Est-ce que vous êtes disponible? » Donc, si un des parents, le papa travaille, le lendemain ne peut pas s'absenter, il peut tout à fait dire à la travailleuse sociale
regarde, moi, demain, je ne peux pas m'absenter, c'est une journée importante, je sais que si je le demande à mon patron, ça va poser un problème. La travailleuse sociale, on parlait de collaboration tout à l'heure, là, puis ça va dans les deux sens. Elle va pas cacher cette information-là au juge quand elle va se retrouver devant le juge, justement. Puis la première question du juge va être, là, je vois que le père n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est prévenu? Est-ce que vous l'avez informé de l'audience aujourd'hui? Puis le travailleur social va venir expliquer que oui, puis il travaille, puis monsieur nous a dit qu'il travaillait, puis soit monsieur est d'accord, il nous a dit qu'il était d'accord avec ce qui était demandé, soit il n'est pas d'accord, puis par exemple, il demanderait à ce qu'on remette l'audience à vendredi parce qu'il ne travaille pas vendredi. Puis là, ça va être une discussion avec les avocats au dossier, puis le juge prendra une décision si oui ou non il remet l'audience. Puis ça, c'est des raisons qui appartiennent au juge, là. Puis les autres avocats peuvent ne pas être d'accord, peuvent être d'accord, ça dépend vraiment, c'est au cas par cas. Mais c'est important parce que justement, habituellement, c'est l'avocat qui représente les parents qui va expliquer tout ça, puis qui va faire l'audience s'ils ne sont pas là. S'ils ne sont pas représentés par avocat, il faut le mentionner à la travailleuse sociale. Il faut vraiment lui dire, demain, je ne vais pas être là, ou demain, je vais être là, mais par exemple, je vais arriver seulement à 10 heures. Expliquer ces choses-là, puis c'est la travailleuse sociale qui va pouvoir le mentionner aux autres avocats le jour même ou au juge. D'où l'importance, puis on le répète, puis je pense qu'on va être amené à le répéter encore dans le reste de cet épisode, de la collaboration qui va dans les deux sens entre la travailleuse sociale et les parents dans la résolution d'une problématique. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir d'une certaine manière. Oui. Bien, il faut le voir, puis il faut le voir à chaque étape parce que... puis c'est ça qui est difficile quand on n'est pas représenté par avocat au tribunal de la jeunesse. C'est... tribunal des émotions, là, ça vient chercher les parents, c'est certain. C'est leur vie. Ils rentrent au tribunal, peut-être qu'ils ressortiront sans leur enfant. Il va être placé. Donc, c'est difficile de collaborer. Je le comprends. Ça peut être difficile de se confier à une travailleuse sociale. Puis cette travailleuse sociale-là, après, elle va être obligée de livrer un portrait juste au juge pour qu'il prenne la meilleure décision pour l'enfant. Donc, elle va expliquer tout ce qui se passe. Donc, des fois, le parent peut se sentir trahi. Ça peut être difficile. Donc, c'est compliqué de mettre ses émotions de côté, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, puis c'est pour ça qu'il faut garder un lien étroit, il faut collaborer, puis il faut encourager cette collaboration-là, même si elle est difficile. Puis on va le revoir même après à l'audience au fond. Il faut continuer pendant tout le processus qui peut être long de ne pas cacher d'informations, d'être transparent. La transparence, je pense que c'est le mot que je répète le plus quand je représente des parents, c'est il faut être transparent avec le DPJ. Puis, comme là, par exemple, la travailleuse sociale, elle ne peut pas cacher cette information-là. Elle va l'expliquer. Le père travaille. Ça peut être une bonne chose. Peut-être qu'elle va être d'accord, elle aussi, qu'on remette. Ou peut-être qu'elle va dire, non, il aurait pu se libérer, donc c'est urgent, donc on va procéder. Puis, c'est ça. En général, si la situation est très urgente, sachant que c'est toujours urgent parce qu'on arrive en urgence au tribunal, le juge peut décider de procéder, puis ça va être justifié qu'il procède sans la présence des parents s'il faut absolument prendre une décision pour l'enfant aujourd'hui. Puis c'est ça, parce qu'on parle de mesures d'urgence. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça, les mesures d'urgence? Qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, on va... je vais prendre l'exemple où la travailleuse sociale reçoit un signalement, elle arrive au sein de la famille, elle réalise qu'effectivement, il y a une problématique très grave. Ça peut être, par exemple, des abus physiques. On ne sait pas si c'est les parents, on ne sait pas, si on c'est sait l'école, rien, mais il y a des abus physiques. Et l'enfant est amené à l'hôpital, on voit qu'il y a des marques, il y a quelque chose. Donc là, on va directement aller au tribunal. Puis le DPJ peut, dans ces situations-là, demander le placement de l'enfant. Il peut demander le placement de l'enfant en famille d'accueil, le placement de l'enfant chez la grand-mère, chez le grand-père, famille élargie, une autre source que les parents peuvent proposer, peu importe. Mais on va demander le placement. Si on demande le placement à la mesure d'urgence, donc là, imaginons que les parents ne sont pas d'accord, ils vont devoir se défendre devant le juge. Ils vont devoir apporter une preuve, donc expliquer que, non, par exemple, le bleu qu'il y a sur la jambe de mon fils, parce qu'il est tombé, et puis il fait du karaté. Physique. Voilà. Peu importe. Donc, il va y avoir toute cette audience-là qui va être faite. Donc, comment ça fonctionne? Puis c'est même un peu le même fonctionnement. Il y a des différences, là, mais urgence et audience au fond, mais c'est toujours le DPJ qui va commencer à faire sa preuve, en expliquant, voilà pourquoi on est là devant vous, monsieur le juge. Voilà ce qui s'est passé. Puis là, ils vont s'aider de la requête qui a été remise aux parents. Ils vont faire leur preuve. Ensuite, les parents vont témoigner. Ils ont toujours le droit d'être entendus par le tribunal.
représentés ou pas représentés par avocat, là, ils ont tout le droit de venir témoigner. Les juges ont l'habitude d'avoir des parents non représentés. Ils expliquent vraiment le processus. C'est des juges vraiment spécialisés en jeunesse, donc ils expliquent très bien comment va se dérouler l'audience. Ils vont donner la chance aux parents de s'expliquer, de témoigner, d'apporter certains éléments. Puis, en urgence, les règles de preuve ne sont pas les mêmes que pour une audience au fond. Donc, là, on peut rapporter des choses qui ont été dites. C'est ce qu'on appelle le oui-dire qui va être admis pendant les mesures d'urgence, les audiences en urgence. Puis, une fois que ça s'est fait, il va y avoir les plaidoiries. Alors, l'enfant peut témoigner aussi, mais en urgence, c'est plus difficile. S'il a plus de 14 ans, l'enfant est apte à décider s'il veut témoigner ou pas. S'il est plus jeune, c'est l'avocat qui va décider, ou le DPJ, mais on va en reparler pour l'audience au fond. Là. C'est plus à ce stade-ci qu'il va y avoir un témoignage de l'enfant. Puis là, en urgence, une fois que tout le monde a témoigné, que la preuve est faite, il va y avoir les plaidoiries. Donc là, on va juste résumer la preuve qu'on a faite avant. L'avocat du DPJ va faire sa plaidoirie. Les parents vont témoigner s'ils ne sont pas représentés par avocat, sinon c'est l'avocat qui va le faire. Puis l'avocat de l'enfant plaide en dernier, pardon. Et après ça, le juge prend sa décision. Soit il décide que, avec la preuve que j'ai entendue, c'est problématique, je ne peux pas laisser cet enfant avec ses parents, il y a des risques. Puis ça, c'est des critères. Risque de tort sérieux, nécessité, c'est assez technique. Là, je ne rentrerai pas dans... C'est la décision du juge, puis il se base sur des critères établis par la loi. En fait, c'est la loi qui va vous dire, là, s'il y a un risque de tort sérieux, là, est-ce que l'enfant reste avec sa famille? On va le placer. Donc, il y a un placement qui est fait. Si l'enfant sort de sa famille, est placé dans une famille d'accueil, on doit revenir pour ce qu'on appelle l'audience au fond. Moi, quand j'explique ça à mes clients, je dis c'est le vrai procès, entre guillemets, parce que c'est là où on va faire toute la preuve, où on va... revenir en détail sur plus de choses. Parce que l'audience en urgence, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est rapide. Ouais. Ça ne peut pas durer toute une journée. Ça peut, parfois, mais il y en a plusieurs dossiers. Là, ça va être plus court que l'audience au fond, qui est le vrai procès. Exactement, oui. Qui peut être plus long, qui peut être fixé pour plusieurs jours. Donc, si l'enfant est placé, sorti de sa famille, on est obligé de revenir. Ça, c'est la loi qui l'impose dans les 60 jours pour l'audience au fond. S'il reste avec sa famille, puis que là, par exemple, le juge va ordonner un suivi social, puis le DPJ va rester présent, puis on va essayer d'aider la famille en laissant l'enfant chez les parents, là, on peut revenir en fonction des disponibilités de la cour, des avocats. Donc, on va fixer une prochaine date. Ça peut être 1, 2, 3, 4 mois. Ça dépend. Mais il n'y a pas d'urgence à revenir dans les 60 jours. Et puis, là, pendant cette période-là, que ce soit 60 jours ou plusieurs mois, il y a un suivi social qui va se faire. Là, et DPJ ne va pas juste disparaître. S'évaporer. Non. Il reste là, puis il va travailler. Puis souvent, parfois, ce qui arrive, c'est qu'en urgence, on n'est pas d'accord, on est contre ce que veut mettre en place le DPJ, puis à l'audience au fond, finalement, on va être genre, ça nous aide. Donc on va être d'accord, puis ça va être un consentement pour l'audience au fond. Ça arrive quand même souvent. Il y a tout un travail qui se fait. Les travailleurs sociaux vont apprivoiser la famille, puis la famille va comprendre un peu plus les enjeux, donc il va y avoir une bonne collaboration qui va se faire. Puis ça, ce sont les beaux dossiers où ça fonctionne bien. Puis on arrive à l'audience au fond, puis on est genre, tout le monde est d'accord, ça fonctionne, ça va bien, l'enfant va bien, donc tout le monde est rassuré, puis on peut signer un projet d'entente, puis c'est terminé. Donc l'audience au fond va être beaucoup plus rapide, ça va être moins difficile émotionnellement, personne n'aura à témoigner, puis on va tous être d'accord, puis on repart un peu main dans la main, puis on travaille ensemble. Ça, c'est les beaux scénarios. Ce qui arrive quand même souvent, puis c'est un bon signe. Là, ça veut dire que ça fonctionne, puis encore une fois, qu'il y a une bonne collaboration. Si ça fonctionne un peu moins bien, on peut arriver à une audience au fond qui va être contestée. On peut déterminer un peu à l'avance, là, dès la mesure d'urgence, on peut savoir si on va avoir 1 journée de procès, 2 journées de procès, 4 journées, ou juste 1 heure, ou 2 heures, 3 heures, ça dépend. Puis quand on arrive à cette audience au fond-là, il va y avoir des étapes avant ces audiences-là, où quand on n'est pas représenté par avocat, c'est un peu difficile. On peut vite être perdu. Fait que, si on revient rapidement, parce que là, ce qu'on vient d'expliquer au final, c'est l'audience ou le moment où le tribunal entend les demandes de mesures d'urgence. Puis ça, il faut se rappeler, quand le tribunal rend une décision, c'est suite à avoir entendu une preuve qui est présentée
plus rapidement que pour le vrai procès. Ouais. Donc, c'est plus rapide. On a moins le temps d'expliquer en profondeur notre histoire. Il faut être plus concis. Il faut résumer un peu notre histoire quand on témoigne. Ouais. C'est un peu ça qu'on veut dire. On veut dire qu'on vient raconter notre histoire. Et la décision que le juge va prendre à partir des critères établis par la loi, c'est pas une décision qui est finale. Non, c'est provisoire, c'est jusqu'à la prochaine date d'audience. Donc, soit 60 jours si l'enfant est placé en famille d'accueil, soit la date qu'on va trouver, qu'on va fixer le jour même, dans 2, 3, 4 mois. Puis entre cette date-là, la date qu'on a fixée pour le vrai procès, et les mesures d'urgence, il y a diverses étapes, puis c'est justement là où on s'en allait les deux. C'est quoi ces étapes-là qui sont un peu plus difficiles, qui sont un peu plus procédurales, comme on dit? Bien, ça va vraiment dépendre de l'ampleur de l'audience au fond. Si c'est un dossier, on va partir avec un dossier très compliqué. On sait déjà qu'il va y avoir 3 jours d'audience, il va y avoir plusieurs témoins. On arrive à le déterminer dès l'audience en urgence. Là, quand une audience en urgence va durer plusieurs heures, on sait que l'audience au fond, ça va être long. Donc là, afin de préparer cette audience-là qui va être sur plusieurs jours, il peut y avoir ce qu'on appelle une conférence de gestion, des proformas. Proforma, c'est un mot que même nous, au début, on est perdu là. Mais ce qui se passe, c'est qu'on va revenir pour la forme devant le juge qui va nous convoquer pour expliquer, ben là, on en est où dans la préparation de votre dossier. Donc, ça va être le DPJ, vous en êtes où, vous, dans votre preuve, les rapports que vous avez déposés, combien de témoins vous allez avoir, les parents, combien de témoins vous allez avoir, est-ce que l'enfant va témoigner ou pas, s'il témoigne, comment on aménage ça, comment ça se passe, qui le prépare. Donc, tout ça, c'est de la gestion. Puis c'est pour ça qu'on appelle ça une conférence de gestion. On peut appeler ça aussi conférence préparatoire. C'est un peu la même chose. Là. Voilà, on prépare le dossier. Donc, quand on est présenté par avocat, c'est assez simple. Là, les avocats vont discuter entre eux, puis ils vont se mettre d'accord, puis on peut faire des gestions. Parfois, les parties, donc les parents, les enfants n'ont pas à venir. La travailleuse sociale ne viendra pas non plus, puisqu'on sera tous représentés. Si on n'est pas représenté, là, ça peut être difficile. Parce que là, il va falloir avoir en tête les délais dans lesquels on peut produire des témoignages écrits, des lettres de garderie, école, whatever. Donc ça peut... faut connaître les délais, il faut savoir à qui les déposer. Donc les déposer au greffe, les déposer à tous les autres avocats. Donc savoir quels sont les avocats qui représentent l'enfant, l'avocat qui représente la travailleuse sociale. Donc tout ça, c'est des informations à aller chercher. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, on peut se perdre. C'est difficile. Donc, il faut avoir en tête que quand on arrive la première fois au tribunal, il faut prendre le nom des avocats qui sont au dossier, il faut essayer d'aller chercher de l'information, ce qui est difficile à faire parce qu'on est déjà là pour notre vie, on est là pour notre enfant. Donc, en plus de ça, il y a tout le volet administratif à gérer puis à aller prendre ces informations-là. Si on n'est pas représenté par avocat, c'est sûr qu'il faut toujours se présenter à proforma, conférence de gestion. C'est important, puis le juge va demander à ce que la personne non représentée soit présente, puis le juge va l'accompagner aussi, va expliquer, voilà, là, c'est qui, vous, vos témoins, là, qui va venir témoigner pour vous, puis on arrange tout le monde, puis les autres avocats, l'avocat du DPJ, l'avocat de l'enfant, ils sont aidants aussi, là, on n'est pas... c'est pas la guerre, là, on n'est pas l'un contre l'autre. Donc, ils vont sûrement appeler avant, essayer de comprendre, combien de temps vous avez besoin pour administrer votre preuve. Ils vont l'expliquer. Donc, on est quand même face à des personnes qui ne font que ça, qui sont capables d'accompagner des personnes qui ne sont pas représentées par avocat, même dans ces technicalités-là qui sont difficiles, dans lesquelles le parent seul va se sentir perdu. C'est sûr, mais on peut y arriver. On peut y arriver, on peut être accompagné, mais il faut vraiment avoir à l'esprit qu'il faut être vigilant dans ce qui se passe puis dans ce qu'on veut apporter devant le juge. Il faut réfléchir à la preuve qu'on va vouloir présenter, à l'histoire qu'on va vouloir conter et qui peut la conter parce qu'il y a des règles de preuve. Puis ça, on va y revenir, on va pouvoir parler de comment préparer son dossier, mais c'est vrai que dès le moment où on fait la conférence de gestion, étant donné que c'est en préparation du procès, il va falloir avoir en tête, je veux que l'enseignante puisse venir dire que je suis là à toutes les rencontres de parents, que je suis présent, que l'enfant fait ses devoirs, que ça va bien, l'école, etc. Donc, il faut avoir ça en tête d'une certaine manière dès les débuts. Puis c'est un bon conseil aussi de connaître les avocats qui représentent, puis de dire, OK, bon, je me présente aux avocats, c'est chargé émotionnellement, mais ça reste que, encore une fois, collaboration. C'est comme le mot. Le mot de ça va être le mot de la journée, je pense. C'est ça. Il faut collaborer, puis il ne faut pas, comme je disais,
c'est pas la guerre au tribunal, là. Donc, ça va être ça, là, les premières étapes à faire. Ensuite, quand on parle de protocole de l'instance, c'est un mot aussi qui, comme conférence de gestion, peut sembler un peu comme du Sims, là, du baragouinage, pour quelqu'un de l'extérieur. Fait que protocole de l'instance, c'est quoi ça? Protocole de l'instance, ça vient souvent en support d'une conférence de gestion. Donc, en fait, avant la conférence de gestion, entre avocats, on va s'échanger ce protocole-là. Donc, si on n'a pas d'avocat, ça va être aux parents de le remplir. C'est un peu comme une gestion écrite, dans le sens où on va dire, voilà les prétentions du DPJ, voilà les prétentions des parents, voilà ce qu'ils veulent, voilà ma liste de témoins, voilà les documents que je vais déposer. C'est ça, là, le protocole de l'instance. Parfait. Donc ça, c'est nos étapes qui mènent à être entendus devant le tribunal ou au vrai procès, à l'audience au fond. On parlait de préparer son dossier, de savoir qui qu'on veut faire témoigner, qui doit venir le jour même pour venir conter sa version des faits. Où est-ce qu'on commence quand on veut commencer à préparer un dossier comme ça? Bon, mais là, le risque quand on n'est pas représenté, c'est qu'on va vouloir faire venir tout le village là, qui voit notre enfant au quotidien. Il faut que ce soit pertinent. Il faut vraiment que ce soit des personnes qui vont livrer un témoignage, qui vont apporter un éclairage ou des éléments que le DPJ n'aurait pas vus ou qui sont vraiment pertinents pour l'intérêt de l'enfant puis pour la décision que le juge va rendre. De faire venir toute sa famille témoigner qu'on est des bonnes personnes, c'est pas pertinent. Rendu là, ça fonctionnera pas. Donc, ça va vraiment être important de faire une sélection, ce qui peut être très difficile parce que on va vouloir ramener tout le monde. Toutes les personnes qu'on connaît, qui nous voient aller avec nos enfants, on va se dire, c'est important que la grand-mère témoigne, c'est important que ma sœur, qui me voit aller avec mon enfant, témoigne que je suis une bonne mère, mais c'est pas ça. Donc, il va falloir axer les témoignages par rapport à qu'est-ce qu'on vous reproche, là, puis qui va être capable de livrer au juge, de donner un éclairage ou des informations qui vont être pertinentes pour savoir quelle décision il va devoir prendre. Donc, ça, il y a un tri à faire. Se rapporter à la problématique, se rappeler qu'est-ce que le DPJ, pourquoi il est intervenu à la base, pourquoi est-ce que l'intervenant ou l'intervenante ou la travailleuse ou le travailleur social est entré dans ma famille, puis qu'est-ce qu'il vise à corriger, puis si je suis pas d'accord que c'est un besoin de corriger, comment est-ce que je peux le démontrer? Exactement. Donc, ça, c'est une sélection à faire. Ça peut être difficile, mais il faut le faire. Il faut vraiment essayer d'apporter des témoignages pertinents. Puis des témoignages, quand justement on utilise beaucoup ce mot-là en droit, c'est quoi des témoins? Bien, question hyper large, mais... Oui, ça peut être n'importe qui comme témoin. Ça peut aussi être une lettre qu'on peut déposer. Mais quand on veut faire venir quelqu'un à la cour, ça peut être soit des témoins de faits. Donc, c'est des témoins qui vont venir expliquer, j'ai vu ça, j'ai vu ci. Vraiment, ils vont venir expliquer un fait qu'ils ont vu, dont ils ont été témoins. Ou ça peut être un témoin expert. Témoin expert, ça peut être un psychologue, un médecin. Donc, c'est les deux catégories de témoins là, qu'on peut avoir au tribunal. Puis est-ce que l'enfant, il peut témoigner aussi? L'enfant peut témoigner. Ça va vraiment être... ça va appartenir à l'enfant et à son avocat. L'enfant est représenté par avocat, c'est la personne avec qui il va avoir des interactions pour préparer son dossier aussi. Ça va dépendre bien évidemment de l'âge de l'enfant, de son intérêt. Ça peut être traumatisant, véritablement traumatisant pour un enfant de venir témoigner. Donc, en général, on s'arrange tous pour être d'accord que non, il en a eu assez, là, il ne va pas venir témoigner. Parfois, on le demande, puis ça peut être compliqué. Donc ça, c'est l'avocat de l'enfant qui va gérer toute cette situation-là. Mais il faut savoir qu'on peut arranger certaines choses. C'est que l'enfant ne soit pas dans la même salle que ses parents pour témoigner. Mais ça, c'est particulier à l'avocat de l'enfant qui gère ça. Là. Donc, il peut. C'est une partie. Donc, toutes les parties ont le droit de témoigner de toute façon. Puis supposons que j'ai ciblé la problématique et je me rends compte que c'est super pertinent que l'enseignant ou l'enseignante vienne témoigner. Mais quand je lui en parle, elle m'explique qu'elle est super stressée, qu'elle veut pas faire ça, que c'est pas quelque chose, que ça l'angoisse. Puis qu'elle refuse. Est-ce qu'il y a une manière Est-ce que je suis pris avec ça puis l'enseignante pourra pas venir? Est-ce qu'il y a une manière d'obliger la personne à venir témoigner si c'est pertinent? On lui envoie un subpoena puis là, elle est obligée de se présenter, oui.
Effectivement. Donc, ça règle le problème assez rapidement là, quand on a des témoins un peu plus réticents. Ce qui est compréhensible, là, c'est pas agréable de venir témoigner. Là, c'est pas le fun, comme on dit. Mais on peut l'obliger effectivement à venir témoigner. Oui. Puis, une fois qu'on a ciblé nos témoins, est-ce qu'il y a une manière de les préparer pour que le jour même, ce soit pas une improvisation complète, que ça nous rassure, puis qu'on se sente prêt? Ça va rassurer le témoin, mais c'est surtout que, encore une fois, dans l'esprit d'être pertinent, il faut préparer le témoin. Il faut lui dire, moi, je viens parce que je veux que ce que tu as vu, le juge le sache. Donc, on est obligé d'être préparé, de poser des questions. On ne peut pas arriver puis dire, bonjour, vous êtes qui? OK, parfait. Vous êtes la tante? Parfait. Allez-y, expliquez-nous. Je veux dire, ça va partir dans tous les sens. Ça va faire perdre du temps à tout le monde. C'est absolument pas pertinent. Donc, il faut vraiment préparer le témoin en disant, regarde, peut-être toi, tu as été témoin de telle situation. On va directement parler de cette situation-là. Ce qui est difficile quand c'est un parent qui va interroger son témoin, il y a nécessairement une relation si c'est quelqu'un de la famille. Donc, tout ça, c'est vraiment difficile à faire. Donc, il faut essayer de rester neutre, de ne pas laisser entrer les émotions, puis d'être vraiment, de faire le travail d'un avocat, là, d'être assez neutre, encore une fois, pas nécessairement froid, mais vraiment très objectif, puis de poser les questions. On ne peut pas poser de questions suggestives à ses propres témoins, donc il faut vraiment y aller de manière assez large, mais tout en étant assez précis. Donc, c'est tout un travail qui est compliqué. Même nous, en tant qu'avocats, parfois, c'est difficile. Là. Puis, on a de la difficulté. Contre-interroger le témoin du DPJ. Donc, ça peut être la travailleuse sociale, ça peut être un médecin, ça peut être plusieurs personnes. C'est difficile. Pour un avocat, c'est difficile. Donc, c'est sûr que quand on n'est pas représenté, ça peut l'être. Donc, il faut faire attention. Le juge, parfois, va pouvoir nous guider. Il peut y avoir des objections des autres avocats. Donc là, c'est tout un jargon qui est difficile, mais on s'acclimate, puis on explique. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas poser cette question-là? Pourquoi est-ce qu'on peut poser cette question-là? Des fois, le juge va reformuler pour nous aider. Donc, D'où l'importance de la préparation. Ce sur quoi on peut avoir un peu de contrôle pour se préparer, pour se familiariser avec les questions qu'on va poser, les réponses qui vont être données. Évidemment, il ne faut pas que ce soit scripté. Il ne faut pas qu'on donne un texte à apprendre par cœur parce que le juge va s'en rendre compte, la juge va le savoir. Mais de savoir que quand on va poser cette question-là, c'est suggéré normalement de ne pas poser des questions qu'on ne connaît pas les réponses ou qu'on n'est pas certain ou qu'on n'a pas une bonne idée de ça va ressembler à quoi la réponse. Donc, l'idée de se préparer peut nous rassurer le témoin, puis s'assurer que ce soit coordonné tout ça le jour où on se présente devant le tribunal. Mais évidemment, étant donné qu'on n'a pas une connaissance si grande des règles de preuve et qu'il y en a quand même plusieurs, il faut s'attendre un peu à ce qu'il y ait possiblement des inattendus lors de notre présentation de preuve, puis savoir rester calme, rester... Oui, puis c'est de l'humain, là. Les personnes qui vont venir témoigner ne vont pas venir témoigner sur du droit, sur un article de droit. C'est, j'ai vu ça, j'ai été témoin de ça. Donc, des fois, ça peut déraper, ça peut prendre une tangente, ou une avenue qu'on n'avait pas du tout vue, puis on se retrouve pris avec ça. Puis le meilleur conseil qu'on peut donner à nos témoins, c'est, dites la vérité. Vous êtes là pour dire la vérité, ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous pensez. Puis c'est ça qui est important de garder, là. Puis toujours avoir en tête que toute la preuve qui est faite devant le juge, c'est pour l'intérêt de l'enfant. Le juge, il n'est pas là pour faire plaisir aux parents, il n'est pas là pour faire plaisir au DPJ. Il est là pour, qu'est-ce que je fais, moi, dans ma protection, là, pour protéger cet enfant-là. Là, j'ai besoin d'avoir toute la preuve. Là. J'ai besoin que tout soit mis sur la table pour que je puisse prendre la meilleure des décisions. Donc, de livrer un faux témoignage, mais déjà, on n'a pas le droit de le faire, là, mais c'est important que tout soit dit, encore une fois, transparence, collaboration. Puis moi, ce que je dis aux témoins, c'est, vous dites la vérité, vous dites ce que vous avez vu, puis c'est ça votre travail aujourd'hui. Puis on parle beaucoup de préparer ses témoins, donc les témoins qu'on choisit d'amener avec nous au tribunal, mais le DPJ la DPJ va aussi avoir ses propres témoins. Oui. Est-ce qu'on va savoir c'est qui ces personnes-là à l'avance? On peut prendre pour acquis que c'est toujours la travailleuse sociale qui va venir témoigner. C'est elle qui est concernée par le dossier. C'est elle qui peut donner le plus d'informations au juge. Donc, c'est sûr que ça va être un travail qui va être assez difficile parce que le parent qui voit la travailleuse sociale régulièrement, qui vient à la maison, qui a une collaboration avec elle, idéalement, il va devoir la contre-interroger devant le juge. Il va devoir lui poser des questions.
c'est pas un exercice qui est facile à faire pour un parent. De venir contre-interroger la travailleuse sociale, d'essayer d'aller chercher de l'information, c'est difficile. Donc, on peut se préparer comme on peut. C'est sûr que le DPJ doit fournir des rapports. Il y a un rapport d'évaluation du signalement, rapport d'études d'orientation puis d'études de la situation sociale. Donc, le parent va recevoir ces documents-là en avance, puis il va les lire. Il faut qu'il les lise de toute façon. Puis en général, il y a une lecture qui est faite avec la travailleuse sociale de ce rapport-là. Puis, les questions, ça va être, là, dans votre rapport, vous avez écrit ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ou qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça? Donc, c'est comme ça qu'on peut préparer un petit peu ces questions. Le contre-interrogatoire de la travailleuse sociale. Ouais. Parce que si on parle d'interrogatoire, de contre-interrogatoire, on va pouvoir y revenir lorsqu'on va parler du procès en tant que tel ou de l'audience au fond. Mais c'est qu'on va pouvoir interroger d'abord nos témoins, mais ensuite, on va aussi pouvoir contre-interroger, donc poser des questions aux personnes que nous, on n'a pas appelées à la cour. C'est ça, un contre-interrogatoire. En fait, on peut en parler tout de suite, là, comment ça fonctionne. C'est qu'on arrive devant... Parce qu'on est un peu rendu à cette étape-là. Là, on arrive devant le juge, là, finalement. On a fait les conférences préparatoires s'il y en avait avant. On a été au proforma. On a déjà vu le juge qui s'occupe de notre dossier. On arrive le jour J. On est là pour une journée d'audience, par exemple. Comment ça se passe? On rentre dans la salle d'audience, toujours les mêmes personnes qui vont rentrer, personne d'autre. Les témoins, ils restent tous à l'extérieur de la salle d'audience, ils viennent seulement pour témoigner, puis ils repartent après. Donc là, on arrive devant le juge, le DPJ va débuter, va faire sa preuve. C'est toujours le DPJ qui commence. Donc là, ça va être la travailleuse sociale qui va témoigner. Ça peut être d'autres personnes. Il peut y avoir une autre travailleuse sociale, il peut y avoir un éducateur qui s'occupe de la famille qui va venir témoigner, il peut y avoir un médecin. Ça va dépendre des faits du dossier, là, donc... Le DPJ ajuste ses témoins en fonction de ça. Une fois que ça s'est terminé, donc ça, c'est DPJ qui interroge ses témoins. Ensuite, les parents, avocats des parents vont contre-interroger les témoins. Contre-interroger la travailleuse sociale, le médecin, peu importe. L'avocat de l'enfant va contre-interroger également. Puis une fois que c'est fait, le DPJ va dire, moi, ma preuve est close. J'ai terminé avec ma preuve. C'est terminé. Donc là, on va passer au père ou à la mère. Peu importe quel ordre. Les parents. Oui, les parents. Mais souvent, les parents sont représentés par 2 avocats. Donc, s'ils ne sont pas représentés par avocat, on va commencer par la preuve de l'un ou l'autre. Mais ils ne vont jamais témoigner les deux en même temps. Là, puis les deux vont pouvoir témoigner. Ils n'ont pas besoin de parler les deux en même temps d'une voix synchro. Non, il ne faut pas. Donc, on va commencer avec le père, par exemple, qui, lui, il va venir témoigner. Il témoigne, il va se faire contre-interroger par les avocats. Donc, il peut se faire contre-interroger, par exemple, par l'avocat de la mère, si la mère est représentée par un avocat de l'enfant, avocat du DPJ. Puis, une fois qu'il a fait son témoignage, il va dire, là, moi, c'est à mon tour de faire venir mes témoins. Donc, il va faire venir ses témoins, puis là, il va prendre un peu le rôle d'un avocat, puis il va interroger ses témoins. Souvent, le juge peut aussi prendre un peu le contrôle, dire, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Puis le juge, là, peut poser des questions à n'importe quel moment. Là. Puis c'est vraiment une procédure où le juge est très actif. Il pose des questions, il va interroger les témoins, là, tous les témoins. Donc là, le père arrive, il présente son témoin. Je ne sais pas, moi, sa sœur vient témoigner. Donc, il a fait témoigner. La sœur va être contre-interrogée ensuite. Puis une fois que tout ça est fait, la preuve du père va être close. Puis après, ainsi de suite, on va passer à la preuve de la mère. Preuve de l'enfant si l'enfant témoigne. L'avocat de l'enfant peut décider aussi de faire venir un témoin, mais c'est assez rare, là. C'est vraiment... Ça dépend, puis ça appartient vraiment à l'avocat de l'enfant qui le décide. Puis une fois que tout ça c'est fait, donc ça peut durer 1 heure, ça peut durer 4 heures, ça peut durer 2 jours, 3 jours, en fonction du nombre de témoins. Une fois que c'est fait, c'est un peu comme le même processus qu'en urgence. Les preuves sont closes, on va plaider. Ça peut être une plaidoirie qui dure 10 minutes, 1 heure. Le juge peut demander à ce qu'il y ait de la jurisprudence qui soit donnée. Donc là, encore une fois, c'est un moment où on peut vite être perdu si on n'a pas d'avocat. Parce que, qu'il y a de la jurisprudence, c'est quoi? Qu'il y a des décisions qu'on doit donner. Donc, ça peut être compliqué à ce stade-ci. Ça n'arrive pas souvent. Puis une fois que tout le monde est entendu, le juge va soit prendre sa décision sur le banc, c'est-à-dire tout de suite, parce qu'il a entendu la preuve, il en a assez, puis il n'a pas besoin de prendre ça en délibéré. Délibéré, c'est quand il va dire, regardez, là, je vais maintenir les mesures provisoires. Donc, ce qu'on avait avant, ce qui a été rendu avant, ça va rester, non pas jusqu'à la prochaine audience, on l'a terminé, ça va rester jusqu'à mon prochain jugement, jusqu'à mon jugement, que je vais prendre en délibéré. Un temps de réflexion. Oui, il réfléchit.
Et puis, on va recevoir... nous, les avocats, on reçoit le jugement. Les parents vont le recevoir par la poste. Et puis, soit il les prend sur le banc, il les prend tout de suite. Donc là, son jugement tombe, puis c'est applicable directement aujourd'hui, le jour même. Soit c'est pris en délibéré, puis ce sera la date au moment où il rend son jugement que les mesures vont s'appliquer. Donc, si on récapitule, le jour où on se rend au tribunal, ça va être, encore une fois, le huis clos, comme on parlait tout à l'heure. Donc, c'est juste les personnes impliquées et leurs représentants, les avocats qui les représentent, et le juge ou la juge. Un par un, on va présenter notre preuve, donc les faits, notre histoire. On la raconte. Ça va commencer par le DPJ qui va faire appeler ses témoins. Ensuite, ça va être les parents, un à la suite de l'autre. Et finalement, l'avocat de l'enfant. Ouais. Une fois que ça c'est fait et que les faits, donc la preuve des faits est finie, là, on va parler de plaidoirie. Puis là, on a parlé de jurisprudence, de droit. C'est là, au final, on explique pourquoi est-ce qu'on pense que le juge devrait trancher en notre faveur, en fonction de ce qu'il a entendu avant. Oui. Puis ça, ça arrive souvent là, quand on n'est pas représenté par avocat, parce que le DPJ va plaider en premier. Donc, l'avocat du DPJ, de la travailleuse sociale, va résumer la preuve qu'il a apportée au juge, qui vient soutenir, lui, pourquoi est-ce qu'il demande, par exemple, que l'enfant soit placé chez sa grand-mère. Donc, lui, il va venir expliquer ça. Donc, c'est un résumé. Il va se baser sur des articles de loi. Il y a toujours 2 étapes. Là, c'est pourquoi le DPJ intervient. On estime que c'est nécessaire que le DPJ intervienne. Il y a une problématique, donc on vous propose ça comme solution. Par exemple, le placement de l'enfant chez la grand-mère. Donc, il va résumer tout ça. Parfois, entendre la plaidoirie de l'avocat du DPJ pour un parent qui n'est pas représenté, ça peut nous rentrer dedans. Là. Ça peut être difficile parce que ça ne va pas dans notre sens, on n'est pas d'accord avec ça. Donc, quand ça va être aux parents non représentés de plaider, ça va être difficile de faire la distinction entre là, ce qu'il a dit dans sa plaidoirie, c'est faux parce que ça. Puis là, on réalise en fait qu'il ramène de la preuve qu'il a oublié de dire avant, qu'il a oublié de faire avant. Donc, le juge va le reprendre, va dire non, là, vous faites un résumé. Là. Expliquez-moi pourquoi est-ce que je ne dois pas placer votre enfant chez votre mère, par exemple. Mais c'est tentant parfois de répondre un peu du tac au tac de OK, il vient de dire ça, mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Puis là, on réalise j'aurais dû le faire avant, j'ai oublié. Donc, c'est ça, c'est difficile. C'est une dynamique qui est difficile à intégrer et à comprendre. Mais il faut vraiment garder en tête qu'on va faire un résumé, puis on va vraiment livrer au juge pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce que l'avocat du DPJ vient de vous dire. Puis pourquoi est-ce que moi, je pense que le mieux pour mon enfant, c'est qu'il reste avec moi. Puis je dis ça peut être d'autres mesures, là, ou par exemple, pourquoi est-ce que moi, je vous demande aujourd'hui que le DPJ quitte ma vie? Parce que mon enfant est avec moi, ça va bien, je n'ai pas besoin d'avoir un suivi social, donc je vais vous plaider les raisons pour lesquelles je n'ai pas besoin du DPJ dans ma vie. Ça peut aussi être ça. Donc ça, il faut faire attention avec les plaidoiries. Puis, encore une fois, c'est ça qui est difficile dans ce tribunal, c'est que pour nous, avocats, c'est facile. C'est facile. C'est pas facile. Ça fait partie du quotidien. Ça fait partie du quotidien, puis on est capable d'avoir un regard objectif, puis de plaider les arguments, puis de résumer la situation. Quand ça vient nous toucher personnellement, quand il s'agit de notre enfant, les émotions sont en première ligne. Là. Puis on ne peut pas demander à un parent de mettre ses émotions de côté, c'est impossible. Ce qui se joue au tribunal, ça peut être dramatique pour un parent, pour un enfant. Donc, c'est difficile de mettre ça de côté. Puis malheureusement, il y a un moment où il faut quand même le faire quand on est dans le processus. Ça ne pourra pas être parfait. Là. Puis encore une fois, on ne va jamais demander à un parent de mettre ses émotions à l'extérieur de la salle d'audience. Personne n'est un robot. Non, c'est pas ça qu'on s'attend des parents. Et puis, on ne s'attend pas à ça des parents. Même les avocats, parfois, ça nous rentre dedans aussi. C'est évident. Là. On n'applique pas du droit pur et dur. Donc, mais c'est ça qui est difficile. Puis, c'est difficile aussi pour une personne qui n'est pas représentée le travail qui doit être fait avec la travailleuse sociale, avec le DPJ, cette collaboration-là. Parfois, en salle d'audience, on peut comme se sentir trahi parce que la travailleuse sociale, elle va livrer le portrait juste au juge qui va être, oui, le père m'a confié ci ou la mère m'a confié ça, et puis c'est normal, c'est son travail à elle de faire ça. Puis parfois, le parent va être genre, non, je voulais pas que tu le dises, ou elle m'a trahi. Puis c'est là où c'est non, on calme tout ça là. Puis gardez en tête que on donne l'information pour
que le juge prenne une décision pour l'enfant, pas pour vous. Donc, c'est ça, c'est essayer d'être neutre, essayer de mettre les émotions de côté, puis c'est souvent ça qui est difficile à faire quand on n'est pas représenté par avocat. C'est la suggestion qui est facile à donner, mais qui est difficile à appliquer. Pourtant, elle est tellement importante, surtout en matière lorsqu'on agit seul en droit de la jeunesse. Comme tu l'as dit, c'est le tribunal des émotions. Oui, c'est effectivement ça. C'est le tribunal des émotions. C'est difficile pour tout le monde, particulièrement les parents, les parties. Mais il faut garder en tête qu'on est dans de l'humain. On essaie de trouver les meilleures solutions. Puis parfois, ça vient nous chercher. C'est difficile. On peut être en colère. On peut très souvent être triste. Puis parfois, ça peut bien aller. Ça peut bien aller, puis on peut ressortir avec le sourire. Puis on sait qu'il y a une bonne entente, que ça collabore bien. Ça, ce sont nos beaux dossiers. Puis quand ça arrive pour un parent qui n'est pas représenté, bien, il y a quand même un sentiment de « Hey, je suis passée au travers de tout ça. J'ai compris. Je comprends ce qui se passe maintenant. J'ai le contrôle sur cette situation-là. Puis bien, je suis d'accord avec le DPJ. Là, puis je vais travailler avec eux. » Puis ça, c'est une bonne chose quand on arrive à ça tout seul, là, quand on passe au travers de toutes ces étapes-là, puis qu'on arrive à ce dénouement-là. C'est beau à voir, ça. C'est beau à voir. Bien, je pense que c'est un bon moment pour conclure notre épisode. Oui. On a eu le plaisir de recevoir Maître Delphine Robert. Pour en savoir plus sur toutes les informations qui ont été données, pour des liens utiles, des ressources, on vous invite à consulter le site web d'Hochelegal, hochelegal.ca, ou à vous abonner à notre page Facebook, @Hochelegal, ou Instagram aussi, qui est aussi @Hochelegal. Je vous dis à la prochaine.